Cette semaine à l'émission, on aborde le sujet qui concerne à peu près tout le monde, de près ou de loin. Il s'agit de l'anxiété. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré à l'anxiété. Je suis bien accompagné, comme d'habitude, de trois chroniqueurs qui vont venir nous éclairer de leur lumière, surtout de leur expérience, hein, parce qu'il faut spécifier ici, il n'y a personne qui est psychiatre, qui est spécialiste là, de la question, mais par le vécu, par quelques lectures aussi, on jase, on en discute de ce sujet-là, d'une manière qu'on espère nuancée, posée, puis peut-être, qui sait, ça va éclairer quelqu'un en bout de ligne. Marie Laliberté, bonjour. Salut. Chroniqueuse occasionnelle, on n'est pas du monde. Occasionnelle, Recherchiste pour ce show de grande qualité auquel tu collabores. Animatrice de Histoire en conserve. C'est vrai, hein? On l'oublie. Hein? C'est juste une fois émission. par mois. Ça sort de temps en temps. Ah, une petite vidéo. Vidéo. C'est quoi Histoire en conserve? Histoire en conserve, c'est des capsules vidéo d'à peu près 2 minutes qu'on raconte une histoire un peu insolite qui souvent est un peu liée avec la foi et la culture, qui est un peu la mission du Verbe. Puis un peu beaucoup. Avec des petits personnages cocasses. Oui, tu fais du théâtre. Il y a un petit peu de théâtre et de série B aussi, le style. Ça te rend-tu anxieuse de tourner ça quand tu fais des tournages de... Non. Ah! Non, c'est comme... Non. Pourquoi? Moi, les choses qui me rendent anxieuse, en général, c'est pas les choses du quotidien qui rendent les gens anxieux. OK. C'est différent. C'est différent. OK, j'ai hâte de t'entendre. Tu vas nous en parler, j'espère? C'est sûr. Ah, ouf! Vous venez d'entendre Esther rire. Esther, tu connais bien Marie depuis plusieurs années, c'est important de le mentionner. Et les causes de son anxiété assez bien aussi. Oui, c'est ça. Elle pourrait mieux vous parler de mon anxiété que je pourrais vous en parler. Bon, bien, donnez-vous la permission mutuelle de nous parler à tous de vos anxiétés respectives. Ça serait le fun? Ah oui. Non? Esther? Bienvenue. Merci, Antoine. Très heureux de t'accueillir. Tu as passé par des épisodes anxieux. Irais-tu jusqu'à dire que tu as un trouble anxieux? Absolument. Diagnostiqué? Oui, diagnostiqué, médicamenté, thérapeutisé aussi. OK, c'est intéressant. On va aller dans tous ces... si tu es d'accord, on va Absolument. aller dans toutes ces zones-là. Merci d'accepter de témoigner de ce pan, de cet aspect de ta vie avec lequel tu composes, j'imagine, presque quotidiennement. Absolument, oui. Yeah. OK, moi, je vais en apprendre là, aujourd'hui, là, c'est ça. Sur toi, mais sur ce que c'est que l'anxiété, les troubles anxieux, évidemment. C'est vraiment généreux de ta part. Merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Jean-Philippe Marceau. Salut Antoine, content de te revoir. Hey, ça faisait un bail déjà. Ben oui, presque un an, je pense. Hey, en fait. Ah là là, ça passe trop T'as vite. vu comme sa barbe a poussé? Ben oui, c'est ça. C'était un jeune homme avant. La dernière fois qu'il est venu, il avait 15 ans, puis là, pouf. Non, mais sérieusement, on est heureux de t'avoir avec nous. On a pensé t'inviter parce que tu avais écrit un texte il y a à peu près un an, là, justement, sur un livre qui est un best-seller, là, qui a vraiment connu un bon succès de librairie, qui a été traduit en français par la suite. C'est La génération anxieuse de Jonathan Haidt. Ouais. Ça t'avait marqué, ce livre-là? Oui, ben, en général, ça m'intéresse beaucoup ce qui se passe à l'intersection de la culture et de la technologie. Puis, ben, ce livre-là, c'était en plein dans mes cordes, parce que Jonathan Haidt explique bien comment certaines innovations technologiques ont causé des problèmes psychologiques, surtout chez les jeunes générations qui ont été plus exposés à ces nouvelles technologies-là. Ouais. Puis, un des gros problèmes qu'ils voient chez les jeunes présentement, c'est l'anxiété. Parce que lui, c'est un psychologue moral, là. En tout cas, il est d'une branche de la psychologie, là. Donc, il fait de la clinique, il y a plusieurs études de cas. Je ne suis pas sûr qu'il fait de la clinique. Ah, je pense que c'est un prof à l'université, surtout, puis qui fait de la recherche sur disons, la psychologie, surtout au niveau social. Des problèmes de société. Qu'est-ce qu'on peut étudier au niveau social, puis recommander en termes d'action, non seulement chez les individus, mais même au niveau des politiques publiques. Est-ce que tu te considères comme anxieux, toi? Non. Je l'ai déjà été plus. Là. Je pense qu'il y a une branche dans ma famille de gens qui sont assez anxieux. OK. Puis je pense que je suis assez chanceux que d'habitude, c'est des gens qui le gèrent bien. Fait que j'ai essentiellement, je pense, je n'avais pas réalisé ça avant de me préparer un peu pour... J'ai compris des gens qui digèrent bien. Je cherchais le lien. Des gens qui le gèrent bien. Qui le gèrent bien. Qui le gèrent bien. Non, mais ça peut être lié, peut-être. Là, on peut le digérer. Des gens qui le gèrent bien. Mais ça, je pense que j'ai vu, disons, c'est quoi les stratégies que ces gens-là avaient pour
gérer certaines sources d'anxiété. Puis je pense que naturellement, j'ai fait un peu les mêmes choses. Puis ça fait que je suis pas nerveux ou anxieux aujourd'hui. Mais je peux reconnaître, disons, les traces de ça. Surtout quand j'étais jeune, je n'avais pas mis en place tous les mécanismes qu'il fallait. Oui. C'est intéressant. Dans la même phrase, tu as parlé de nerveux, anxieux. On passe d'un à l'autre. Moi, j'ai tendance à croire que c'est comme un nouveau nom pour le stress. Je me souviens, quand j'étais jeune, dans les années 90-2000, on parlait de stress, tout le monde était stressé. C'était important de gérer son stress. On entend à peu près plus ce mot-là, le stress. Et pour désigner à peu près les mêmes réalités, on utilise un nouveau vocable. Est-ce que c'est parce que le langage, c'est précisé? Ou est-ce qu'on parle de choses différentes? Peut-être un peu de lexique, là. Puis là, toi, tu parlais de troubles anxieux. Est-ce qu'il y a une gradation, un degré, une nuance? Vas-y donc, Esther, là, pour nous éclairer là-dessus. Bien, déjà, pour pouvoir parler d'anxiété, c'est important justement de repartir sur ce que c'est du stress. On a de la chance au Québec, on a une super recherchiste en stress, vraiment spécialisée là-dedans, Sonia Lupien, puis passionnante là, à écouter. Puis ce qu'elle explique pour parler du stress, c'est que le stress, c'est la réponse physique à quelque chose qui est là, qui peut être, elle utilise le terme ciné, donc une perte de contrôle. Tu n'es pas en maîtrise d'une situation, forcément, tu as des réactions physiques par rapport à ça, les imprévus. Le C, je l'oublie toujours, ciné, non, je l'ai dit, contrôle, N. J'oublie, la nouveauté. Ouais. La nouveauté positive, négative. Puis ton ego, qui est un peu mis sur la sellette, ça, c'est quelque chose qui peut être un stresseur. Fait que face à ça, ton corps, il va développer des réactions qui sont somme toute pas très confortables, mais quand même assez positives, parce qu'en réaction de stress, ça prend de l'adrénaline, tu sais, le cœur qui s'accélère, tout ça, c'est une bonne chose quand il faut que tu réagisses face à une urgence. Le problème, c'est qu'il y en a que le système d'alarme, il démarre plus vite puis plus fort. Là, on va venir parler d'anxiété quand on va dire que la source, que le stresseur, bien, il n'est pas dans ta face, il est dans ta tête. Tu n'es pas réellement sur le bord de faire une évaluation. Tu es en train de t'inscrire à l'université puis tu es déjà stressé parce qu'il va falloir que tu remettes un examen d'un cours que tu n'as pas commencé. Là, tu fais de l'anxiété. Là, tu te projettes. La situation, elle n'existe même pas encore, que tu n'es déjà physiquement pas bien à cause de cet élément-là de ta peut-être vie. Physiquement. Mais d'ailleurs, on va pas traiter l'anxiété et le stress de la même façon. Absolument. Les manières de gérer le stress et l'anxiété ne sont pas les mêmes parce que c'est pas le même problème parce qu'il n'est pas dans la même situation. Donc, c'est beau de dire « Ah, non, mais tu sais, si t'es stressé, tu prends des grandes respirations, puis comme oui, tu vas aider ton corps à te détendre. Mais si t'es une personne anxieuse, c'est pas parce que ta respiration s'est dérégulée. » Par exemple, ici, on est sur un plateau de télé, podcast, il y a des caméras, on sait qu'on va être vu par des milliers de personnes. Notre ego est en jeu. On veut pas trop y penser, d'ailleurs. Tu as dit recherchiste au lieu de chercheur il y a quelques instants. T'sais, ton ego est altéré. Est totalement détruit. C'est ça. Donc, il y a de la nouveauté aussi. Bon, c'est seulement la deuxième fois que tu viens, on n'est pas du monde. Mais ça peut te piquer, en quelque sorte, pour faire battre ton cœur plus vite, pour réfléchir plus vite. Être alerte. Être là, tu sais. Donc, tout ça, c'est, comme tu dis, c'est cool. C'est bien. On est content de ça. Absolument. OK. L'anxiété, c'est autre chose. C'est que si tu n'avais pas dormi pendant 3 semaines avant en vue de ça, ou c'est plus que ça? Tout le monde fait de l'anxiété. OK. Si tu fais pas d'anxiété du tout, c'est un extrême limite désagréable pour le monde qui t'entoure parce que ça veut dire que tu prévois jamais rien, que tu n'emportes jamais rien avec toi. Tu vas te fier ces autres pour te donner à manger le midi parce que tu t'es pas projeté dans le fait que tu allais avoir faim à midi le lendemain. Fait que tu n'as pas fait de lunch. On reçoit ma belle famille à souper la semaine prochaine. Faut que j'aie une espèce de déséquilibre ou de malaise qui me pousse à l'action pour justement planifier un peu. Exactement. Puis, ouais, c'est ça. Faut pas que ça me gèle. Là. Non, absolument. Fait que l'anxiété, d'un point de vue purement mécanique, a quand même quelque chose de bon si elle prend pas trop de place. Le terme a été... Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Un peu galvaudé, non? Oui, mais tu sais, un peu de la même façon qu'on va parler d'une grippe pour dire un gros rhume, alors que c'est pas le même virus à la base. Okay. Mais je trouve qu'on fait la même chose avec de l'anxiété puis du stress de façon, tu sais, je veux dire, quand on se parle de même là, dans confuse, la vie. ouais, là, c'est pas la même chose, mais les deux ont quand même du bon, tu sais. Puis c'est juste des mécanismes.
Le problème, je pense que tu vas être mieux placé pour en parler, mais c'est plus nos réactions vis-à-vis des symptômes, que ce soit du stress ou de l'anxiété. C'est inconfortable, puis on a envie que ça s'arrête. Fait qu'au lieu d'utiliser cet inconfort-là, on va presque le diaboliser. Puis on s'inquiète beaucoup des jeunes qui vivent de plus en plus d'anxiété, puis je pense que c'est factuel, mais on n'aide pas la situation en leur disant que l'anxiété, c'est vraiment horrible, puis qu'ils en souffrent. Puis vraiment, il faut que ça s'arrête parce que c'est pas bon. Alors que tu as envie de dire, hey, oui, là, tu as la boule au ventre avant ta compétition. Hey, c'est bon, ça, tu sais. Ça t'aide à te concentrer. Ta boule, tu la ressens. Hey, là, c'est correct qu'elle soit là, ta boule. Plutôt que d'y dire... Sinon, ça voudrait dire que la compétition n'est pas importante ou... Tu t'en fous. Ouais, c'est ça. Je te vois opiner, Jean-Philippe. Bien, je me demande, est-ce que c'est récent qu'on parle d'anxiété, disons, comme terme? Est-ce que le terme en tant que tel, disons, est nouveau? Puis je serais curieux parce que toi, tu disais que tu n'entendais pas vraiment ça quand tu étais jeune. Bien, en tout cas, c'était pas dans le radar. Esther, sais-tu si l'apparition de ce terme-là, ça serait intéressant de le... On fera des recherches puis on mettra ça dans les commentaires, en tout cas, ou peut-être les gens qui nous écoutent pourraient même commenter sous l'épisode sur YouTube. C'est une bonne question, Jean-Philippe. Moi, je veux peut-être... Je te voyais opiner, toi aussi, tantôt. Non, mais j'étais vraiment d'accord avec ce qu'elle disait, là, justement, que un peu... on peut pas... plus personne à ressentir aucune anxiété parce que, je veux dire, le monde s'effondrerait. On va être des robots. Mais après ça, je pense que tu t'en allais là. Le problème, c'est quand l'anxiété vient prendre une place majeure dans la vie de la personne et que ça commence à encombrer son quotidien, que là, on commence à parler de troubles anxieux, qui est une autre chose. Quelle est cette autre chose? Ben là, on parle de maladie mentale. Ouais. Quand on parle c'est pour ça qu'on est en psychiatrie, on n'est plus en psychologie. Même si un psychologue peut t'aider là, à faire différents travaux, les thérapies cognitivo-comportementales ont vraiment des beaux résultats, mais un trouble anxieux va vraiment envahir ta vie. Tu vas possiblement t'isoler, perdre ton travail, tu n'arrives peut-être plus à sortir de chez toi. Ça peut être plus subtil aussi. Des choses un peu invisibles. On va parler d'anxiété fonctionnelle. Puis ça, c'est assez traître parce que tu conduis, tu travailles, tu as des amis, tu as peut-être même un chum, puis ça a l'air d'aller, mais au fond de toi, ça tourne tout le temps. Tu es fatigué, tu es rongé, tu es toujours en train... Tu n'es jamais dans le moment présent. Tu es toujours ailleurs. Tu as toujours peur que quelqu'un... Ben, peu importe. Je veux dire, il y a tellement... Je ne sais pas par où commencer. Il y a tellement de possibilités dans l'anxiété. Mais qu'il arrive quelque chose de... Oui, puis des fois, l'anxiété peut arriver... Un trouble anxieux peut arriver suite à un événement ou un trauma. Tu peux toujours avoir été... Mettons, au travail, ça peut toujours avoir super bien été au travail. Il arrive un échec au travail. Là, soudainement, l'anxiété embarque. Puis là, tu te dis, hey, il va y avoir un autre échec. Puis là, tu deviens obsédé avec, il va y avoir un autre échec, je vais perdre mon travail, j'aurai plus d'argent, je ne pourrai plus m'occuper de ma famille. Puis là, la personne se met à plus dormir, la personne se met à vraiment travailler trop. Puis de l'extérieur, elle peut être comme, wow, cette personne-là travaille fort. Tu vois qu'elle s'investit dans son travail, mais cette personne-là, à l'intérieur, est juste vit un mal-être énorme qui, après ça, va avoir des impacts sur sa famille parce que le manque de sommeil, le fait qu'elle ne sera pas à la maison, le fait qu'on ne pourra pas la raisonner de faire... Ouais, c'est pas raisonnable. C'est-à-dire, tu parlais le hamster se met à rouler, il va arriver ça, puis ça, puis ça, puis ça, mais objectivement, ou de l'extérieur, c'est facile de se dire, ben voyons. Calme-toi. Non, mais... Arrête d'y penser. Non, mais je caricature un peu, non, mais c'est vrai. Ça, et c'est pour ça, peut-être, que c'est difficile à saisir, à comprendre pour, justement, quelqu'un qui n'est pas familier avec ce genre de troubles-là ou même des épisodes ou des enjeux, des problèmes de santé mentale chez les proches. Quand on voit ça, on fait, ben ressaisis-toi. C'est surtout si la personne... Il y a beaucoup de gens qui ont vécu toute leur vie de l'anxiété, mais qui n'ont jamais su que c'était de l'anxiété. Puis que la réponse qu'ils ont toujours reçue de l'extérieur, c'était « force-toi, ressaisis-toi, arrête d'y penser ». Donc, d'un, ils n'ont jamais pu identifier que c'était de l'anxiété, mais en plus, la réponse qu'ils ont eue à ça, c'était « prends sur toi, puis arrête d'être irraisonnable ». Donc, après ça, quand tu vois quelqu'un qui a un comportement similaire, la réponse que tu as, c'est « ben là, ressaisis-toi. Moi, je me suis ressaisie, tu peux te ressaisir, mais que ça fait pas du monde bien fort. » C'est pas si simple. Comment tu as reçu ça, quand tu as reçu le diagnostic? Pour moi, ça a été de pouvoir trouver un mot qui expliquait tellement de souffrance. C'était une bénédiction.
Ça voulait dire que ça existait, que c'était documenté, que je n'étais pas la seule. Ça faisait du bien dans ma tête d'adolescente, qui avait vraiment l'impression, tu sais... Des fois, je me demande si je n'étais pas borderline psychose. Tu sais, c'était vraiment de l'anxiété, là, ça allait pas du tout, je fonctionnais plus, des grosses idées noires. Puis, tu sais, le problème, c'est que quand tu... dans le fond, le stress et l'anxiété, l'un comme l'autre, l'anxiété saine, t'aide à fonctionner mieux. C'est ton corps qui t'envoie vraiment des bonnes impulsions. Ouais. L'anxiété, quand elle devient maladive, ça va au contraire complètement t'immobiliser, tu sais. Puis je pense qu'il y a vraiment là la nuance où on peut se poser cette question-là de aujourd'hui, est-ce que moi, quand je suis anxieuse, ça fait que je planifie un bon sac à couche pour la journée que je vais passer avec les enfants que j'ai avec moi? Ou est-ce que ça fait que je ne serai pas capable de sortir aujourd'hui parce que je vais tellement être dépassée à l'idée de devoir prévoir toutes les catastrophes que je suis en train de m'imaginer dans les 30 secondes où j'ai pris la décision de faire une sortie, que du coup, j'abandonne complètement, puis je fige, puis je pleure dans ma salle à manger, puis je ne sais même pas pourquoi, tu sais. Est vraiment là la nuance. Moi, quand je l'ai découvert que ça avait un nom, puis qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient le ressentir, puis qu'on pouvait m'aider, c'était fabuleux. Puis dans les faits, j'ai d'abord vu une psychologue. J'ai dû la voir peut-être 2 ans. Ça a beaucoup aidé à décortiquer un peu tout ça, tu sais. Puis surtout, à un moment donné, elle m'a dit, après 1 ou 2 rencontres, là, je t'envoie en psychiatrie parce qu'il y a une limite de ce que je peux faire en termes d'émotion, puis de gestion, de stress. Là, ça va aller plus loin. Fait que là, il y a eu l'évaluation avec le psychiatre. C'est lui qui diagnostique à ce moment-là. En tout cas, dans mon cas, ça a été ça. Tu sais, je sais que des fois, un médecin de famille le fait, des choses comme ça. Moi, je prône un peu plus un examen plus profond, plus large, plus long, là, avant de poser un diagnostic. C'est pas évident aujourd'hui avec les pénuries de médecins, mais ça, c'est un autre problème. C'est un autre enjeu. C'est un autre enjeu, c'est un autre sujet, mais ça joue aussi quand même sur des problèmes comme ça, en fait, hein, parce que si t'es pas bien suivi, si on te donne un diagnostic puis qu'on te fait repartir avec une prescription d'antidépresseurs, puis que t'as pas un rendez-vous dans 3 semaines pour voir si les effets secondaires sont trop lourds, s'il faut augmenter la dose, la diminuer, y a-t-il une autre molécule? Si les effets secondaires n'empirent pas déjà le trouble que t'as. Parce qu'un des premiers effets secondaires des antidépresseurs, c'est la dépression et les idées suicidaires. Et l'anxiété. Et la sensation d'anxiété. C'est un peu embêtant. Ça peut être problématique, surtout si t'es pas bien informé puis bien suivi, tu sais. On va revenir sur ton témoignage, spécialement à la fin de l'émission. Je veux qu'on prenne un temps pour développer le rapport entre ce diagnostic-là et ta vie spirituelle. Je pense qu'il y a plein d'éléments à explorer de ce côté-là. Tu as nommé quelque chose d'intéressant. L'anxiété, elle est utile, elle est partout. On est tous anxieux, ça nous aide. C'est comme une impulsion pour nous aider à bouger. Jean-Philippe, on voit ça un peu dans l'œuvre de Jonathan Haidt, l'espèce d'anxiété qui est diffusée, en fait, lui, il constate que chez les jeunes, c'est vraiment largement diffusé, mais il ne semble pas nécessairement voir ça d'un bon œil. Quelle nuance on peut faire, là? Bien, je pense que ce qui se passe, c'est... Disons, d'un côté, Jonathan Haidt va expliquer, disons, des sources de stress que les jeunes vont vivre, qui vont peut-être mener à de l'anxiété. Mais il explique aussi bien qu'il y a de la technologie qui vient comme bloquer des expériences normales de développement que les jeunes devraient avoir, qui leur permettrait de gérer des stress potentiels, puis de ne pas développer de troubles d'anxiété ensuite. Fait que, par exemple, exemple classique, les jeunes gars, d'habitude, il faut que ça fasse des choses dangereuses. Des causes, pardon? Des jeux dangereux. Des jeux dangereux. Des risques. Oui, j'avais pas entendu. C'est ça. Souvent, ça va être des choses physiques. C'est classique, là. Les petits gars, ils vont grimper plus dans les arbres, ils vont plus aller courir dans la rue, plus faire de motocross. Plus ils vont chamailler aussi. Oui, c'est plus commun. Les femmes vont prendre d'autres genres de risques, là, en fait, en grandissant. C'est plus au niveau social qu'elles vont faire des choses plus risquées, disons. Les gars, socialement, c'est plus compliqué. C'est plus simple quand ils grandissent, mais ils font des choses plus dangereuses au niveau de leurs actions. Puis, en faisant ça, entre autres, ils vont développer leur capacité à gérer des choses dangereuses en général. Puis c'est commun, là, tu parles à beaucoup de gars, puis ils vont se rappeler que je sais pas, tel jeu qu'ils faisaient quand ils étaient jeunes, qui leur permettait de pousser leurs limites, ça leur revient toujours en tête quand ils sont rendus à 30 ans en train de travailler, puis de savoir est-ce que je peux pousser plus ou non sur ce projet-là, est-ce que je peux en prendre plus, etc. Puis c'est quelque chose qu'on développe naturellement quand on est jeune.
Je prends un exemple personnel. J'ai traversé l'Amazonie en bateau avec un de mes amis à 18 ans dans des zones complètement sauvages. Mon enfant a fait une crise 20 ans plus tard où ça me stresse pas tant que ça parce que j'ai mis mon corps en danger d'une manière complètement stupide, là, je l'avoue aujourd'hui. C'est un peu... J'essaie d'illustrer ton propos, là. Ça a du sens? Oui. OK, c'est bon. Puis, ce qui se passe présentement chez beaucoup de jeunes, c'est que ces processus développementaux normaux-là qui feraient physiquement dans le monde avec des gens ou avec des objets physiques, ils vont généralement être substitués par quelque chose de plus pauvre en ligne ou électroniquement. Fait que beaucoup de jeunes gars vont jouer à des jeux vidéo, par exemple. Où il y a un risque, c'est-à-dire on est dans une situation de guerre, par exemple, ou de tireur à la première personne, où on peut se faire tirer à tout moment, etc. Donc, il y a une adrénaline, il y a des envois, des signaux qui sont envoyés au cerveau pour un peu simuler ce stress-là qu'on serait habitué ou que normalement on vivrait dans des situations normales. Mais tu dis que c'est plus pauvre. En quoi c'est plus pauvre? Bien, ça va pas donner le même genre de rétroaction que tu as dans le monde réel, puis qui après va se transposer à d'autres expériences de ta vie. Ce qui semble se passer avec les jeux vidéo, en général, c'est que tu développes certaines compétences, mais qui vont pas bien transférer à d'autres choses dans ta vie. Versus, au niveau physique, en sens cognitif, c'est quand même impressionnant le genre de choses qu'on est capable de montrer aujourd'hui. Par exemple, quand tu es en train de te développer comme enfant, puis tu apprends à marcher, à courir, à te balancer, ce développement-là que tu fais de sens, d'équilibre, où est-ce que tu peux pousser, pas pousser, tu vas te servir de ça plus tard quand tu vas faire des jugements moraux, par exemple, puis tu dois peser la balance de quelque chose qui est bien ou mauvais. Fait que, des choses physiquement qu'on fait comme ça, on s'en rend pas compte. On se pratique à être équilibré physiquement en vue d'un équilibre après moral. Plus abstrait, oui. Wow! Ouais. Puis ça, c'est pas des genres de choses qu'on est capable d'apprendre aussi bien dans un monde virtuel. Clairement. Puis là, j'ai parlé surtout des gars, mais il y a quelque chose d'analogue avec les filles. Là. Ce qui se passe avec les jeunes filles, surtout, d'habitude, c'est qu'ils développent des compétences sociales en faisant des jeux plus sociaux, des relations sociales plus complexes que tu vas voir chez les gars généralement. Puis aujourd'hui, ça se fait généralement remplacer par des interactions sur les médias sociaux qui, eux aussi, sont pas suffisamment riches pour donner le bon développement. Parce que, par exemple, on échange des textos, on s'écrit, on chatte là, sur une messagerie privée. Il y a seulement les mots comme information. Il n'y a pas tout le contexte que le cerveau est habitué d'analyser. Les expressions du visage. Les expressions, tout ça, c'est beaucoup plus stimulant, exigeant, mais après ça, plus facilement applicable à d'autres situations ou transférable comme compétence. C'est ce que mais dans le fond, est-ce que, par exemple, cet exemple-là avec les filles qui vont, on va dire plus... Je dis les filles dans ce cas-ci parce qu'on parlait des filles. Là. Ça s'applique autant aux gars. Que si on a plus d'interactions justement par message, on ne voit pas les expressions du visage, puis après, ça doit faire que socialement, ça doit être plus stressant parce que tu n'arrives pas à décoder. En fait, tu as une conversation, puis là, tu te dis, mais là, la personne a telle réaction, puis tu n'es pas habitué de voir tes amis réagir de cette façon-là. Donc, j'imagine que ça doit créer une sorte d'anxiété de social, de ne pas savoir comment bien interpréter, puis pas être sûr que tu es en train de vraiment bien saisir ce qui se passe. Je comprends pas ce que tu viens de dire. Non, c'est pas vrai. Il est terrible! Parce que je lisais pas sur ton visage, j'étais tourné dans Jean-Philippe. Il y a vraiment... Mon cœur s'est arrêté pendant l'instant. Il y a vraiment tout un paquet de problèmes qui se posent, de choses que tu ne vas pas développer. Là. Des fois, c'est drôle, les exemples. Là. Par exemple, tu peux voir que quand les télévisions sont arrivées, c'était pas encore si pire l'impact social que ça avait chez les gens parce qu'au moins, il fallait que les gens s'entendent socialement sur la télécommande et les choses qu'ils écoutaient ensemble. Puis quand les gens se sont mis à avoir des télés chacun dans leur chambre ou des téléphones cellulaires pour écouter chacun leurs choses, leurs compétences sociales se sont moins développées parce qu'ils n'étaient plus ensemble physiquement à devoir s'obstiner sur des choses puis à devoir régler les problèmes ensemble. On écoute-tu le hockey ou la soirée culturelle à Radio-Canada? Oui, c'est ça. Faut s'entendre. Tout le monde en parle ou on n'est pas du monde? On n'est pas du monde. Fait que pour revenir à ta question de plus tôt, ben, disons, Jonathan Haidt ne parle pas tant du fait que la technologie va exposer les gens à des situations stressantes, même s'il y a ça, puis on peut en parler plus, il y a des choses quand même intéressantes qui se passent, mais il parle surtout du fait que la technologie, présentement, vient prendre le temps que les jeunes devraient mettre à développer des compétences qui, après, leur serviraient à gérer des vrais risques dans la vraie vie. Puis là, vu qu'ils ne développent pas ça comme il faut en grandissant, ben après, des choses qu'ils devraient être capables de gérer normalement à l'âge adulte deviennent des sources d'anxiété. C'est comme si ça nous volait du temps d'entraînement alors que le cerveau est en développement. C'est ça.
passionnant, Jean-Philippe. On prend une petite pause, si vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord? On est d'accord. Oh, ouf. Et on revient tout de suite après pour parler, on l'a déjà un peu abordé, mais des bienfaits de l'anxiété. À tout de suite. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde, ici Antoine Malenfant en compagnie d'Esther Rieu, Jean-Philippe Marceau et Marie Laliberté qui joue avec son micro. Il replace son micro. Tout va bien, oui, en contrôle. Je pense pas que les techniciens trouvent que tout va bien. Les techniciens sont anxieux présentement. Aïe, aïe, aïe. On parle d'anxiété, hein, on l'a dit un peu tout à l'heure, l'anxiété a ses bienfaits, a ses mérites. J'aimerais revenir sur un point ou une distinction. Là, je pense qu'il y a des prédispositions biologiques, génétiques à développer des troubles anxieux. Est-ce que je me trompe, Esther, en disant ça? De ce que j'ai pu lire et relire dernièrement, parce que je me suis posé beaucoup de questions vis-à-vis d'une de nos filles qui fait beaucoup d'anxiété, en fait, on a pu faire une corrélation mince, génétiquement parlant, entre parents anxieux, parents ayant un trouble anxieux et enfants ayant un trouble anxieux. Puis on n'est pas capable de définir aujourd'hui si c'est réellement génétique ou est-ce que c'est parce que quand tu as un parent qui parle tout le temps de son anxiété et qui dit « Ah, mon Dieu, je m'en vais pour la fin de semaine. J'espère que la maison va pas prendre feu pendant que je suis pas là. » Imagine si on prenait un accident en revenant à la maison puis qu'on revenait jamais. Il va falloir que je sorte tous les papiers importants au cas où la gardienne doit élever nos enfants. Là, tu parles de ça au souper. Forcément, comme enfant, tu emmagasines beaucoup d'informations qui vont pas pouvoir te servir dans ta vie pour combattre ton anxiété. Là, fait que, c'est difficile de les partager. Oui, ben tu sais, comment... En tout cas, je suis pas chercheuse, donc je sais pas... Mais non! T'as eu tout à fait... Pas du tout, t'as eu totalement raison de me corriger. Ben non, on est là pour ça. Entre amis. C'est ça. C'est ça. Fait que moi, de ce que je sache, cette nuance est difficile à faire. Après, je pense qu'il y a quand même... on dit la même chose de la dépression. Ouais, c'est ça. On a de la misère à différencier si c'est réellement dans notre ADN là, ou autre chose, que je sais pas comment ça fonctionne. Mais il y a un aspect qui est, je pense, important à se souvenir avec l'anxiété puis avec le cerveau. Je pense que des fois, on oublie que le cerveau est un organe physique autant que le cœur, les poumons. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a l'aspect environnemental, mais il y a aussi l'aspect que, par exemple, si ton père a des problèmes de cœur, t'es plus... À moins que ça soit parce qu'il a fumé toute sa vie. Mais une malformation cardiaque. Malformation, mais tu sais, je pense aussi au niveau du cerveau, puis là, je suis encore moins chercheur qu'Esther. Ou une tendance à faire du cholestérol. Une tendance. Donc, je pense que le cerveau aussi peut emmagasiner des traumas qui sont d'autres générations. Il en parle de plus en plus, d'ailleurs, que les traumas seraient dans notre ADN. Absolument. Ça a été démontré jusqu'à 2 générations. Ouais. C'est quand même... c'est tellement abstrait, là. Je me rappelle d'avoir vu... en théorie de la psychologie, il y a un truc dont Jordan Peterson, c'est une des personnes qui en parle. Là. En fait, c'est un des pionniers de cette approche-là, des Big Five, là, des 5 gros traits de psychologie. Puis un des gros traits, c'est... en français, je ne sais même pas ça comment se traduirait ça. Là. En anglais, c'est neuroticism, donc la tendance neurotique, disons. Puis... de ce que je me rappelle, c'est quand même en partie héréditaire. Là. La plupart de ces aspects-là sont en partie héréditaires. Environ 50% de la variance qui serait expliquée par les gènes. Mais je n'ai pas regardé spécifiquement pour quand tu arrives, disons, dans des catégories psychiatriques. Là. Ouais. Mais disons, la tendance à avoir des émotions négatives, ça, c'est en partie génétique. Là. Pas complètement, mais c'est ça, un peu comme... Il y a beaucoup de personnes que leur anxiété vient d'un TDAH qui n'a jamais été traité ou qui est méconnu. Puis que ça apporte beaucoup d'anxiété parce que la personne a de la misère à gérer émotionnellement, à se réguler. Donc, ça peut apporter de l'anxiété. Puis je pense qu'il montre de plus en plus que le TDAH aussi est génétique. Donc, dans le fond, est-ce que l'anxiété avec un grand A est génétique? C'est difficile peut-être à sortir totalement de façon objective de tout ce qui est intrinsèque à l'anxiété. Mais les conditions qui, eux autres, sont génétiques, qui peuvent causer de l'anxiété, donc il y a comme un... C'est sûr que quand tu regardes des choses génétiques, comme c'est toujours spécifique à l'environnement où ces gènes-là sont exprimés. Fait que, par exemple, présentement, généralement, les gens qui sont plus à gauche politiquement ont plus d'émotions négatives en général.
Puis avec la technologie, ça augmente, en fait. Là. Plus ça va, puis plus les gens utilisent les médias sociaux, puis ce genre de choses-là, plus ils deviennent prompts à des émotions négatives. Mais c'est pire pour les gens qui sont plus à gauche. Puis ça, on sait que les inclinations politiques, c'est en grosse partie génétique. Peut-être 50-60 de la variance s'exprime de façon génétique. J'apprends tellement de choses. Ouais. Mais ça, c'est... Il y a des choses qui sont contextuelles à notre moment aujourd'hui. Donc, présentement, les gens à gauche, ils ont plus de problèmes avec la technologie. Puis ça fait que c'est une des grosses raisons pourquoi ils ont plus de troubles anxieux. Il y a des choses quand même impressionnantes, je pense. Qu'est-ce que tu veux dire de problèmes avec la technologie? Il y a un usage excessif? Oui, plus que les gens utilisent la technologie, plus que les gens utilisent les médias sociaux, au moins, peut-être d'autres genres de technologie, mais au moins les médias sociaux, plus qu'ils rapportent avoir des émotions négatives. C'est vrai pour tout le monde, là. Ouais. Mais pour les gens qui sont plus à droite politiquement, c'est pas si pire. Comme plus tu consommes de médias sociaux, tu deviens un peu plus prompt aux émotions négatives, mais c'est pas si pire. Mais pour les gens plus à gauche, c'est vraiment terrible. Ça m'amène à un point, c'est ça, concernant le contexte ou l'environnement dans lequel notre génération et les générations qui viennent évoluent. On a parlé un peu des écrans qui nous volent du temps, finalement, de pratiques à gérer notre anxiété. Mais il y a quand même aussi l'aspect que les écrans, au-delà de ce vol-là qu'ils font en plein jour et des fois en pleine nuit, nous, c'est stressant quand même. Là. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où le monde n'a jamais été aussi sécuritaire, mais où on n'a jamais été aussi exposé à des catastrophes, à des meurtres même des fois, ou des accidents, ou des situations violentes ou épouvantables dans le creux de notre main. C'est anxiogène, ça, quand même, on va se le dire, non? Moi, je regarde pas les nouvelles, là. Et j'en lis pas trop. Mais t'as quand même un téléphone J'ai quand même avec des réseaux sociaux dedans? J'ai d'ailleurs enlevé tous mes réseaux sociaux cette année. Dans le fond, j'ai encore Facebook et Messenger, mais sur mon ordinateur. Est-ce que ça aide ton anxiété? Oui. Juste en termes, même qu'on le veuille ou pas, en termes comparatifs. Puis c'est même pas une question de... T'as pas besoin d'avoir une faible estime de toi pour trouver de « Oh, wow, cette cuisine de cette femme est donc bien extraordinaire. » Ma cuisine... Moi, je sais que je te parle, là. Ça me parle. On en parlait l'autre jour, Pinterest. Ouais. Le summum des plus belles cuisines de la planète. Sur un écran, tu te dis tout le monde doit avoir une belle cuisine. Il y a juste chez nous que c'est laid. Si vous voyez... Non, je peux pas parler parce que c'est pas moi qui est propriétaire. La salle de bain? Non. OK. On va fermer cette boucle. On voyait ta cuisine. Ouais, c'est ça. Le plafond. C'est drôle. Ouais, c'est ça. Donc, on est exposé à... on parle d'infobésité, une quantité d'informations hallucinante là, qui est au-delà de ce qu'un cerveau normal humain peut gérer là, dans une journée. Et en plus, des informations qui sont, justement, qui nous poussent à la comparaison continuellement, mais aussi, des fois, qui nous envoient un message un peu tordu que le monde est dangereux, qu'il peut arriver... Ça va donc bien mal des catastrophes dans ta vie à tout moment. Ce qui n'est pas faux, dans le sens où c'est vrai qu'un accident d'auto est si vite arrivé, mais le nombre d'accidents de voitures diminue, le nombre d'événements, je veux dire, les enlèvements d'enfants dans les parcs, c'est en diminution depuis des décennies. Toutes ces choses-là, c'est pas rationnel, c'est pas raisonnable. Je te vois... Ben non, mais ça me parle vraiment beaucoup de plein de points de vue. D'un point de vue tout à fait personnel, il y a des années déjà, j'avais arrêté d'aller sur Facebook parce que je trouvais que c'était le média où j'avais le moins de contrôle sur ce que j'étais capable de recevoir parce que je voyais les publications partagées des amis Facebook qui étaient souvent des articles très négatifs, des faits divers horribles. Mais tu sais, j'étais en postpartum de ma plus vieille. Là. Ça allait pas, mon affaire. Des faits divers sur des enfants, pas d'allure, que j'aurais jamais dû lire à ce moment-là. Mais tu sais, j'ai encore des frissons. Tu sais, ça a été des nuits d'insomnie, là. Puis là, j'ai fait « Hey, je vais plus sur Facebook. Je m'en foutu de la dernière joke, puis du mème, puis de... Je ne vais plus sur Facebook pour ça. » J'ai commencé à y retourner récemment pour garder du contact avec différentes personnes, parce que c'est quand même un moyen comme un autre de savoir ce qui se passe au Patro de Lévis. Tout est là-dessus maintenant. Fait que j'ai de la misère à faire autrement. Ouais. Mais c'est très, très angoissant. T'sais, je ne sais pas si vous avez sur votre téléphone la météo. Moi, j'avais mis Météo Média parce que je trouvais ça plus précis, on va dire.
Mais ça n'a pas d'allure, les informations qu'ils nous mettent en dessous. C'est des phénomènes violents aux 2 jours, finalement? C'est fou, la tendance que vous ne pensiez pas qu'elle allait arriver. Oui, il va faire chaud la semaine prochaine, mais t'annonces ça comme s'il allait avoir une pluie de météorites dans ton salon, tu sais. Je suis genre, guys, calmez-vous, vous parlez du ciel. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, ça me fatigue, là. Fait que je suis quasiment une fois par semaine, je suis là, je l'arrête dessus. Mes enfants, ils aiment ça regarder ce qu'il va faire pour les plans. Bon. Mais tu sais, on est vraiment dans... Je sais pas s'il y a un mot français pour du clickbait. Ouais, ça. Mais même terrible. aussi, je vais plus loin. Tu dis, mes enfants aiment ça regarder ça. Mes enfants, chaque matin, regardent la météo et s'assurent de savoir combien de degrés il va faire à chaque heure du jour. Et là, ils se sentent en contrôle. OK, je vais pouvoir apporter tel type de vêtements. Il y a une espèce d'ajustement qui doit être parfaitement précis sur leur façon de s'habiller, etc. Alors, il y a quelque chose de rassurant. C'est un peu paradoxal et même contre-intuitif, là, en tout cas, on est rassuré, mais finalement, ça peut, je souligne, générer de l'anxiété. C'est-à-dire que, d'abord, le jour où tu n'as plus accès à météo média, tu ne sais plus du tout comment t'habiller, tu ne sais pas quoi faire. Le jour où, finalement, il y a un changement, que tu avais prévu qu'il ferait 15 degrés, mais il en fait 20. Catastrophe. Donc, c'est un peu... d'avoir accès à autant d'informations, est-ce que c'est toujours si utile que ça? Sur le coup, peut-être, à long terme, peut-être que ça nous fait trop de choses à gérer, puis au pire, t'es mal habillé, c'est pas grave. Là. Jean-Philippe? L'aspect contrôle, je trouve ça intéressant parce qu'une des choses que j'avais entendues qui était particulièrement néfaste sur les médias sociaux, c'était est-ce que le contenu que tu vois va d'habitude blâmer quelque chose d'autre, comme donner le contrôle sur ta vie à des choses en dehors de toi, ou si ça va plus mettre le contrôle sur toi-même. Puis ça semble être une des raisons pourquoi les gens à gauche, présentement, ont plus de détresse liée aux médias sociaux. C'est que, présentement, je ne sais pas s'il y a des explications profondes à ça, là, mais au moins, comme ce qu'on voit, là, c'est que souvent, ça va être du contenu qui va plus parler de problèmes en dehors de toi. Sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. C'est ça, c'est ça. Puis ça, c'est une source, après ça, d'anxiété, parce que là, tu essaies de gérer des problèmes que tu peux pas régler. Versus des gens qui ne sont pas exposés à ce contenu-là vont être beaucoup plus sereins. Exactement. Oui. Face à ça, l'autre attitude, c'est se mettre la tête dans le sable puis justement penser que le monde va bien. Ça, c'est un peu l'autre extrême. J'imagine, tu sais, de proportionnaliser. Il faut que tu saches un peu c'est quoi les problèmes autour de toi sur lesquels tu auras un contrôle. Puis périphéralement, tu peux un peu savoir c'est quoi les problèmes qui se passent ailleurs. Mais dans la vraie vie, je pense qu'on peut vraiment ignorer beaucoup de problèmes qui sont loin de nous parce qu'on peut faire à peu près rien pour. Des fois, on peut se préparer un peu, mais je pense que l'équilibre est quand même facile à aller chercher, en fait. Là. On n'a pas besoin de savoir beaucoup ce qui se passe ailleurs dans le monde. Mais le problème, c'est un peu comme les gens comme moi. Qui, tu es le problème, Marie. Je n'osais pas le dire, Marie, mais puisque tu en parles, vas-y. Maintenant que c'est sur la table, qui, justement, sont pas capables de trouver cette balance-là entre ce qu'ils peuvent contrôler et ce qu'ils peuvent pas contrôler. Moi, je suis l'experte au monde d'angoisser, mais vraiment angoisser pour vrai, sur des choses sur lesquelles j'ai absolument aucun contrôle. Puis le fait d'angoisser puis de stresser, au fond, c'est que ça me donne l'impression de faire quelque chose pour ça. De participer. mais c'est super... c'est très tordu, puis je veux dire, ça me rend excessivement malheureuse. Donc, je pense que... Donc, dans mon cas, je peux vraiment pas tant consommer de médias ou de nouvelles ou de trucs qui sont problématiques parce que tout de suite, mon cerveau part en vrille, mais il y en a qui auraient peut-être besoin d'être plus au courant de ce qui se passe parce que, justement, qui naturellement s'en foutraient complètement. Donc, c'est comme d'une personne à l'autre. Il n'y a pas une réponse universelle sur dans ta journée, tu devrais être exposé à 10 % de nouvelles. Si c'était comme ça, la psychologie, ça n'existerait pas. Ça serait juste des statistiques. Ben, je pense que Pas comme tu veux, mais en fait, je pense que la nuance, de toute façon, elle est dans le fait qu'il y a des gens, ils pourraient savoir tous les drames qu'il y a dans le monde, là, tout de suite, en une seconde, que ça les rendrait pas plus empathiques que ce qu'ils sont en ce moment et vice-versa, en fait. Je pense pas que j'ai besoin de savoir exactement aujourd'hui qu'est-ce que quelqu'un vit de mauvais dans tel pays. Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est la famine? Est-ce que c'est la sécheresse? Est-ce que c'est le feu? Je sais que la souffrance, elle existe, là. J'ai pas besoin qu'elle ait un nom sur aujourd'hui le 7 octobre. Mais il y a aussi demain, le 29. de rabbit hole. Les médias sociaux, c'est des contenus infinis. Là. Lire un article de journal, je le lis, après ça, je vais travailler. Les médias sociaux, il y a une possibilité toujours de passer à un autre, et à un autre, et à un autre contenu qui nous font creuser
notre propre tombe. Tu voulais rajouter rapidement avant qu'on parte en pause? J'allais dire qu'il n'y a pas une solution abstraite que tu peux écrire qui va régler qui va régler le problème pour tout le monde. Mais je pense que c'est comme je mentionnais avec Jonathan Haidt, c'est des compétences qu'il faut développer. Fait que c'est quelque chose qu'on finit par incarner puis à savoir intuitivement comment faire. Puis ça va varier un peu pour chaque personne. Mais je pense comme son idée de t'exposer progressivement à des choses que tu as de la misère à gérer, je pense que c'est toujours ça la solution. Là. Tu développes un sens. Puis en développant ce sens-là dans un domaine, peut-être, par exemple, moi, une des choses, je pense, qui m'a beaucoup aidé à pas être nerveux dans la vie, c'est que je fais plein de motocross quand j'étais jeune. Puis, j'ai commencé en faisant des trucs plus sécuritaires. Après ça, à un moment donné, je me suis full blessé. Après ça, je fais des trucs plus comme j'ai fini par apprendre où la limite où je peux pousser. Puis, j'ai fait d'autres sports du genre. Mais je pense développer des choses très incarnées comme ça, où tu apprends à gérer des situations dangereuses. Qu'est-ce que je peux m'exposer, qu'est-ce que je peux pas m'exposer. Ça transfère dans d'autres choses, y compris, je pense même, des choses abstraites comme les médias sociaux. Wow! C'est vraiment passionnant. On prend une petite pause, on reprend notre souffle, puis on poursuit tout de suite après avec des voix peut-être thérapeutiques ou un peu d'espérance dans ce monde anxieux. À tout de suite. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. De retour à On n'est pas du monde, c'est Antoine Malenfant qui vous parle avec Marie Laliberté, Jean-Philippe Marceau et Esther Rieu, avec qui on parle aujourd'hui d'anxiété, de troubles anxieux. Esther nous partageait un peu plus tôt qu'elle a reçu un diagnostic de troubles anxieux à l'adolescence. Tu as reçu aussi, par le fait même, un accompagnement qui t'a permis non pas d'éliminer cet aspect-là de ta vie, mais de vivre avec, en tout cas, et d'être fonctionnelle. Tu es une maman de 4 enfants. Merci de me faire un signe, c'est bon. Tu peux le dire, Antoine, vas-y. Je voulais pas dire n'importe quoi. Et bon, tu es avec nous aujourd'hui, tu nous partages ça sereinement. Il y a eu un cheminement qui s'est fait, assurément. Raconte-nous, sans pour autant guérir, là, je ne sais pas si le mot s'applique, mais comment on vit avec un trouble anxieux? Plus ou moins bien en fonction des moments. Je pense qu'il n'y a pas une clé. On est tous différents, là. Fait que, tu sais, tous les troubles anxieux sont différents aussi, tu sais. On te diagnostique un trouble anxieux généralisé et ou un trouble obsessionnel compulsif et ou une anxiété sociale, une phobie sociale est utilisée aussi. Il y a comme différentes catégorisations, on va dire, de là où s'ancre ton anxiété à toi. Où est-ce qu'elle se situe? Vis-à-vis de ça, il y a, t'as nommé l'exposition au risque, puis effectivement des situations qui peuvent être anxiogènes, qu'elles soient physiquement risquées ou juste décider d'aller parler d'un sujet dont on n'est pas spécialiste sur une émission de télé. Par exemple. Qui va être vu par des milliers de personnes. Des milliers de personnes qui vont voir ma face. Ça, tu sais, c'est le grand mot scientifique pour ça, là, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Ouais. Puis moi, c'est ça que j'ai fait sur plusieurs années avec une thérapeute. Sur des éléments, c'est plus facile à travailler. Moi, j'ai une phobie, tu sais, vraiment, on parle de phobie réelle des araignées, mais à un point handicapant. Tu sais, c'est pas, j'aime pas quand il y a une araignée sous le plafond. Ça peut vraiment poser problème. Tu sais, ma machine à laver est à la cave, puis ça peut être extrêmement angoissant sur toute la journée. Je ne veux pas descendre, transférer dans la sécheuse parce qu'il y a des araignées, tu sais. Période où je vais moins bien parce que je suis plus fatiguée, parce que je suis malade, pour tellement de raisons possibles et imaginables, même si globalement mon trouble anxieux est quand même géré, bien, ça va être plus difficile pour moi de mettre en face d'une araignée. Ouais. Mais comment j'ai réussi, on va dire, à m'habituer un peu plus à gérer ça puis que ce soit moins handicapant et problématique, c'est très concret. Tu commences par regarder une image d'araignée. Puis à un moment donné, quand tu es capable, tu touches l'image de l'araignée. Hey, ça m'a pris une couple de séances là, pour toucher la tarentule. Là. Ben, la tarentule. La photo de tarentule, on s'entend, là, tu sais. Fait qu'on avait comme découpé sur 10 étapes. On avait divisé ça en 10. Puis chaque fois, l'idée, c'était si la marche est trop haute, on va la couper en 2. Puis, mais ça, tu sais... Couper l'araignée en 2? Non, non, surtout pas! Quelle horreur! Il faudrait que tu manges des araignées. Ça c'était l'étape 8. Comme l'étape 8. C'est quoi l'étape 10? L'étape 10 devient une araignée. Mon Dieu. Déguise-toi en araignée à l'Halloween. Mais, on rit, mais c'est pas drôle, excuse-moi. Non, c'est mais quand même un drame. Là. C'est
j'aime cet exemple dans le sens qui est très concret. Tout le monde peut concevoir. On imagine bien, oui. Puis, il y en a que ça va être les souris, ils vont voir la même chose avec les serpents. Ben, le problème, c'est que tu vois quand même plus souvent des araignées que des serpents ou des requins dans l'océan. Ou ça peut être parler en public, ou ça peut être Ça peut être absolument tout. Effectivement, parler en public. Il n'y a pas de limite aux phobies possibles. Ou conduire, Absolument. Conduire, parler en public, simplement prendre les transports en commun. Il y a un aspect, on parle souvent de claustrophobie, mais là encore, il y a comme plusieurs façons où ça peut se manifester. Tu peux avoir du mal à aller dans un ascenseur, mais tu peux aussi avoir du mal à être au milieu d'une foule, même si tu es dehors. L'agoraphobie. Bon, tu sais, puis en fonction de la vie que tu mènes, là, ça peut ne pas être un handicap pour toi, mais c'est là quand même. Il y a comme un terrain favorable. Fait que moi, j'ai eu à la fois la médication qui m'a beaucoup aidée, qui m'aide encore aujourd'hui là, à être fonctionnelle. Je suis suivie, donc on peut l'ajuster en fonction des périodes de la vie où ça va bien, moins bien. Je pense que quand on se rend compte que l'anxiété prend beaucoup de place dans notre vie, c'est important de lever le drapeau là, avant d'arriver en épuisement profond, puis tout ça. Puis ce que je dis souvent, là, c'est que on peut ne pas vouloir prendre de médication pour plein de raisons différentes, là. C'est que je peux concevoir. Mais quand quelqu'un est en train de se noyer, tu lui apprends pas à nager. Tu lui envoies une bouée. Fait que quand ça va plus, que tu n'arrives plus à travailler, que tu n'as plus envie de regarder ton bébé parce que tu es en dépression postpartum, qui est souvent très liée à l'anxiété, là, tu veux même plus t'en occuper parce que tu n'as aucun lien avec, puis tu vois noir, c'est pas le temps de commencer à toucher une photo d'araignée. C'est le temps d'être aidé. Il faut que tu dormes, il faut que tu te laves, il faut juste que tu réapprennes à te brosser les dents 2 fois par jour parce que on parle de ça, là, quand on parle d'un trouble anxieux qui prend toute la place, c'est pas de la nervosité puis de la sueur sur les tempes. Il y a un accompagnement psychiatrique qui peut réellement être cette bouée-là, en tout cas dans plusieurs cas, assurément. Ben oui, puis une fois que ça s'est stabilisé, vraisemblablement peut-être avec des molécules, peut-être essayer, là, la thérapie, elle peut rentrer, puis thérapie est accompagnée, mais il y a tellement de façons. On en parle beaucoup, on peut trouver ça un peu drôle, là, je dis ça. À l'école, on nous apprend beaucoup, on fait certaines postures de yoga. Je suis pour ou contre, mais en tout cas, on apprend aux enfants à prendre le temps de respirer pour se concentrer avant un examen. On apprend aux enfants la pleine conscience, de dire je suis là tout de suite maintenant, je sens le sofa en dessous de mes fesses, je sens la botte qui serre mon mollet. Puis ça peut avoir l'air vraiment niaiseux, là. Comme je peux concevoir qu'un homme de 40 ans fasse « je ferai pas ça ». Genre moi, là? Je disais ça au hasard, Antoine, mais je trouve ça intéressant. C'est juste que ça adonne que tu es un homme et que tu as 40 ans. C'est un hasard. Mais je peux comprendre là, totalement. Mais en fait, c'est des exercices qui réellement peuvent t'aider quand même à te recentrer, là, tout seul chez toi. Là. Mais t'ouvres la voie, t'ouvres la porte de la spiritualité. Comment la vie spirituelle peut être un soutien, justement, dans... J'aime pas le mot gestion, là, parce que je trouve qu'on gère tout à ce temps-là, mais pour qu'on se comprenne, là, dans comment vivre avec, que ce soit l'anxiété de base là, ou même le trouble anxieux. Je vais me tourner vers toi, Marie. On peut commencer avec l'exemple à ne pas faire avec moi. Donc. Ah ouais, donc? Je pense que l'aspect spirituel est extrêmement important, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est pas le seul aspect. Ça peut être facile de dire « Non, mais je vais prier, je vais demander à Dieu, il va me guérir, il va m'aider. » Puis ça va toujours pas mieux. Puis là, t'es juste frustré qu'on... Ou je vais faire des exercices de respiration. Ou je vais faire que des exercices. Ah, je vais prendre que de la médication. Mais il faut se rappeler qu'on est un tout. On est un corps, on est une âme, puis on a aussi l'aspect psychique, c'est le mot. Puis c'est 3 choses à mettre ensemble en balance. Puis des fois, il y en a un qui a besoin d'être plus rebalancé que les autres, mais les 3 ont besoin de travailler ensemble. Donc, puis je pense que l'aspect spirituel fait partie de ces aspects-là. Donc, juste de prendre soin de son corps, juste de faire les bons exercices, de bien manger, d'écrire dans ton journal, c'est des excellentes choses. Mais l'aspect spirituel peut tellement venir soulager des parties que l'exercice physique ou le journaling pourront jamais atteindre. Et des fois, il y a un certain réconfort, un certain laisser-aller. Moi, les fois où vraiment, en termes d'anxiété, c'était rendu comme le bordel, là, vraiment que ça allait plus. Puis là, je voyais, OK, là c'est le temps de m'aider. Puis justement, comme Sarah a dit, de recommencer à bien dormir, de recommencer la médication. Mais il y a vraiment un moment où tu fais « Hey, c'est pas dans mon contrôle, c'est dans les mains de Dieu. » Puis
là, tu peux recommencer à respirer, puis tu te dis, c'est pas sur mes épaules. Mais que sans cet aspect-là, moi, je m'en sortirais pas. Ou très difficilement. Donc, ça fait partie du trio. Du cocktail. C'est comme les trios au hockey. Oui, c'est ça. Jean-Philippe? Oui, bien, une chose que j'ajouterais aussi sur la vie spirituelle, que j'ai vu de mon côté, puis je pense que c'est avéré dans la littérature aussi, c'est que au niveau de la formation spirituelle, des choses que tu vas savoir puis que tu vas faire, comment tu vas organiser ta vie, ça va souvent avoir beaucoup d'effets qui vont être très bons psychologiquement puis dans toute ta vie. Donc, par exemple, pour reprendre un exemple qu'on avait mentionné plus tôt, mais au niveau, par exemple, de l'exposition négative aux médias sociaux puis des mauvaises spirales dans lesquelles ça peut amener beaucoup de gens, ben, tu as moins de chances que ça t'arrive si tu es un enfant dans une famille religieuse que dans une famille pas religieuse, par exemple. Fait que, la vie spirituelle, c'est pas juste, disons, oui, c'est quand tu pries, mais c'est aussi... C'est pas juste ton 15 minutes de prière avant de te coucher. Non. C'est ça. C'est pas juste ça. C'est l'environnement. C'est ça que tu veux dire. Oui, voilà, ça ruisselle, c'est l'ensemble. Ça ruisselle dans toute ta vie. Puis ça va avoir des conséquences sur comment ta psychologie fonctionne. Clairement. Et ce que ça démontre, ce que tu viens de dire, Jean-Philippe, c'est le rôle fondamental des éducateurs, en premier plan les parents, dans l'accompagnement de leurs enfants, dans l'exposition au risque, dans la gestion des stress, de l'anxiété, mais aussi dans l'accueil des faiblesses, des difficultés quand ça devient un trouble, quand ça devient d'ordre psychiatrique. Il y a quand même un accompagnement de tout l'environnement qui est assez important. Ta vie spirituelle en lien avec ce trouble-là, Esther, ça a pu t'aider, te soutenir? Ah, absolument, mais ce qui est... Pas plus loin, mais de mon point de vue, je pense que si j'étais pas une personne avec cette faiblesse qui est l'anxiété, puis tu sais, je dis pas ça de façon péjorative, là, je considérerais probablement que je peux vivre sans Dieu parce que je suis débrouillarde, parce que j'ai certaines facultés, que si on retire le trouble anxieux d'Esther, on obtient une fille vraiment suffisante, là. Comme à un point, là, tu sais. Je suis persuadée... À un point désagréable. Oh, absolument. Non, je me permets de le dire parce que je te connais un peu. Mais absolument. Non, mais vrai. Non, mais pour moi, c'est une évidence là, que dans le fond, il y a des jours où c'est l'enfer. N'ayons pas peur de le dire, mais de façon générale, c'est l'enfer de vivre avec ça. De vivre pour moi avec ça, pardon, micro. Oui, ça peut être infernal de vivre ça. Ça peut être très dur pour mon époux de vivre... de me voir comme ça, hein, dans ce sens-là. Mais je suis vraiment reconnaissante d'avoir ce trouble anxieux, cette personnalité anxieuse qui me donne aussi tellement de force, tu sais. Qui donne aussi beaucoup d'humanité envers les autres. De patience envers les autres, de compréhension. Tu sais, je me lance pas des fleurs, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, tu as 30 ans, tu commences à avoir rencontré quelques personnes qui te font remarquer des choses, puis tu dis, OK, c'est pas tout le monde qui pense comme moi, puis je pense que je pense comme... Je parle bien. En grande partie parce que, comme je disais au début, l'anxiété, qu'elle soit maladive ou pas, elle est utile, tu sais. Fait qu'évidemment, quand elle est bien gérée, ben, tu obtiens une personnalité anxieuse. Tu obtiens quelqu'un qui est très alerte. Puis mon cerveau, il s'allume vite. Puis un petit quelque chose vient créer des réactions, mais ce qui fait que je suis une mère prévoyante. Dans l'auto, j'ai toujours une deuxième paire de bas quand on est dans la saison où il faut une deuxième paire de bas, puis de la crème solaire, puis des collations qui fondent pas, qui sont dans l'auto, parce que si c'est au chocolat, ça va fondre, puis personne va vouloir les manger, puis l'hiver, il faut penser au fait que ça va geler, puis qu'ils vont être trop durs pour que les enfants les mangent. Fait que si j'ai besoin de mouchoirs, t'en as dans ta sacoche, toujours. C'est sûr. J'ai une poubelle à mouchoirs dans ma sacoche aussi, Antoine, t'sais. Mais je suis capable de sortir de chez moi sans mes mouchoirs, puis sans ma poubelle. Elle a la nuance, parce que... Faut pas non plus... il y a quand même cette nuance-là. Être prévoyant, être contrôlant, il y a comme un équilibre à trouver aussi, là. Mais c'est ça. Pour moi, c'est pas... si on peut dire que c'est un handicap, OK, oui, c'est vrai. Ça fait que je conduis pas, puis c'est pas pratique de pas conduire. J'ai jamais réussi à avoir un permis de conduire. Bon. Mais ça fait de toi quelqu'un de plus empathique et capable... justement d'accueillir un peu les autres. Oui, dans leur vulnérabilité, eux autres aussi, tant mieux. Esther Rieu, merci infiniment pour ce témoignage. Jean-Philippe Marceau, merci pour tes éclairages. Et Marie Laliberté, merci pour ta présence. Je me demandais ce que tu allais dire. Merci pour tes bottes.
Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans la dernière heure. Et vous pouvez consulter tous nos autres contenus en vous rendant sur leverbe.com ou en visitant nos plateformes de réseaux sociaux, mais pas trop, avec modération, sur YouTube, /Le Verbe ou sur Facebook. Et à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.